visiter un musée ou une salle d'orchestre. Attention, dans un monde comme celui-ci, dans une salle comme celle-ci, mais c'est un luxe fou d'être assis ici. Pour la centaine de millions d'enfants et de jeunes dans le monde, c'est quasiment inimaginable, mais attention, avec Google, ça devient très, très possible. Il y a aussi des magnifiques programmes pour expliquer ce que c'est qu'une sonate, pour expliquer ce que ce sont les instruments différents. Là, on est au moment pré-copernicain. On est tout au début du début du début. À votre jeune âge, vous verrez des miracles. Ça, j'en suis sûr. Alors, Georges Steiner, si le rôle de l'ordinateur paraît de plus en plus capital pour transmettre les savoirs, il y a un problème qui reste rémanent, qui est celui de l'éducation. La transmission d'une éducation n'est-elle pas un préalable à la transmission de la culture et des savoirs? J'ai vu quelque chose qui m'a horriblement choqué il y a une dizaine d'années. Un enseignant qui s'exprimait devant les caméras, qui exprimait en quelque sorte le fait qu'il était désorienté, cassé un petit peu par la vie, disait à qui voulait bien entendre, notre rôle, à nous enseignants, c'est de transmettre les savoirs, ça n'est pas d'éduquer. Et là, j'ai été très choqué. Je savais que notre ministère chargé de ce genre de choses en France, au fil de l'histoire, a pu changer de nom. Il a pu s'appeler ministère de l'Instruction publique. Mais je suis resté fermement attaché au fait qu'il s'est appelé et qu'il s'appelle encore ministère de l'Éducation nationale. Alors est-il possible d'enseigner et de transmettre sans éduquer? Cette éducation principale à laquelle vous faites allusion, à mon sens, elle se fait à la maison. C'est déjà trop tard à l'école. Les grandes leçons sont celles qui devraient provenir de parents qui vous lisent les livres le soir, qui lisent avec vous, qui vont au musée avec vous, qui vous introduisent au monde du concert, mais aussi les grandes leçons, les découvertes idéologiques, c'est déjà assez tard à l'école, où elles se font entre camarades, les jeunes ont très peu de confiance en nous. Et ils ont raison. Qu'est-ce qu'on leur donne comme monde? Je l'ai évoqué dans toutes mes remarques. Qu'est-ce qu'on leur laisse comme espoir pour demain, espoir effectif? Il y a beaucoup d'instructions d'une génération intérieure, entre une génération et peut-être la prochaine. Le professeur est déjà très âgé pour un jeune. Et si on paye si peu au professeur, si son statut social reste si bas, alors pourquoi est-ce que le jeune devrait avoir le respect essentiel? Quand j'étais ici, ou à Janson-de-Sailly, Dieu sait, période préhistorique, inviter un professeur chez mes parents à un repas, c'était un grand honneur pour nous. Croyez-le-moi. Il y a des solutions tellement simples, c'est ça qui donne une rage sans fin. On dit à Staline que ça va très mal en mathématiques et en langue vivante dans les écoles russes. Il a décrété d'un jour à l'autre, le salaire serait celui d'un professeur d'université. Paf! Et le grand programme de scolarité soviétique prend son essor. Magnifique programme de langue vivante, de maths, de physique. On a donné les salaires universitaires à l'enseignant dans le collège, dans le lycée, dans l'école secondaire. On peut faire tellement de choses pour restaurer le statut psychologique, le respect de soi-même chez l'enseignant. Mais si on le traite comme nous le traitons, vous avez vu l'autre jour le pauvre psychologue dans l'histoire des fausses convictions d'Autroux. Vous avez vu ce qu'il a dit? Puisqu'on me paye le salaire d'une femme de chambre, je vous donnerai l'expertise d'une femme de chambre. Citation. Très intéressant.
Insulte à la femme de chambre d'ailleurs, qui jamais ne se laisserait prendre dans cette histoire-là, qui aurait eu assez de bon sens pour humer le mensonge. Mais au moins, il explique. Si on me traite comme ça, c'est comme ça l'expertise que vous aurez. On pourrait tant faire au lieu de force de frappe ou des vins de M. Chirac. Vous avez vu les vins qu'on a vendus hier pour 5 millions. L'argent est là, mais pas la volonté politique, pas la colère, la grande colère des jeunes qui devrait venir, colère positive. Non pas le casseur, mais celui qui veut construire. Et ça existe, ça existe. Je reviens à l'Irlande du Nord, qui pour beaucoup de vous est très lointaine. Mais les guerres de religion là-bas, jusqu'à tout récemment, le refus de toute rencontre même entre les adversaires. Et maintenant, jour à jour, ça se fait. On s'assoit ensemble, on rend les armes. L'homme est capable de très grandes métamorphoses, mais il faut lui donner le respect et un motif. Et ça, c'est très difficile, je le sais. Une autre question de la part de nos étudiants? On ne permet pas aux jeunes femmes de parler. Ah, mais C'est sans problème. Non, c'est très bien si vous voulez. il y a aussi une étudiante dans le panel. Je craignais venir de mon Oxford et Cambridge très patriarcal. Je m'aperçois que c'est l'islam ici. Pas de voix de femme, très bien. Je vous taquine, ne m'en voulez pas. Voilà, bravo. Bon, je vais représenter les femmes alors. Je suis Cynthia du CELSA, en école de communication. Moi, en fait, je voudrais revenir sur le point sur lequel vous avez insisté, l'importance des mathématiques pour le côté passionnant de l'insoluble. Je pense en fait qu'on est dans un monde où on a peur du questionnement. Beaucoup de philosophes ou de poètes parlaient de cet état de questionnement, de ne pas finalement trouver les réponses. Donc moi, je pense en fait qu'il faudrait... la seule culture véritable, c'est celle qu'on ne peut pas tout savoir en fait. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faudrait transmettre. Mais quand on voit par exemple rien qu'en France, on voudrait revenir revaloriser l'apprentissage pour finalement donner aux jeunes des connaissances concrètes pour trouver un métier. Et l'université est beaucoup critiquée pour former une culture, mais pas pour former des professionnels. Donc en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour que cet état de questionnement soit revalorisé et pour permettre quand même aux gens d'entrer dans la vie professionnelle, parce que c'est quand même ce qu'on est censé devenir, des professionnels. On est censé avoir un métier, et malgré tout, on a quand même envie de rester un peu philosophe. Donc est-ce que c'est compatible? Enfin, est-ce que vous pensez, vous, que c'est compatible? Est-ce que vous avez encore un petit espoir? Alors, c'est tout le problème qu'on posait d'emblée et d'entrée de jeu. Qu'est-ce que c'est le système éducatif? Est-ce que c'est une sorte de vestibule, de préambule, de lieu sacré, sacralisé, dans lequel on pourrait acquérir des bases, une culture humaniste, un bagage? Mais en même temps, nous avons affaire à des étudiants qui sont déchirés parce qu'ils savent très bien que dès qu'ils vont rentrer dans la vie active, on va leur demander des connaissances concrètes qui ne sont pas forcément totalement en phase avec les connaissances théoriques dont ils auront fait l'apprentissage au cours de leurs études. Alors, cette espèce de schizophrénie de l'étudiant contemporain qui fait que de plus en plus, quand les étudiants recherchent un premier emploi, on leur demande une expérience professionnelle, ce qui est un peu aberrant, et que beaucoup se transforment en stagiaires de très longue durée et sont capables de faire des stages bénévoles, mais enfin la législation a évolué, pendant 5 ans, 10 ans s'il le faut, avant de trouver un premier emploi. Comment sortir de cette espèce de schizophrénie? En étant moins paresseux, par exemple. Si on pense à ce qu'était le travail quotidien d'un élève dans une grande école, dans un grand lycée, à fin du 19e, depuis 20e, ce que c'était que de faire 3 langues vivantes, et grec et latin, ce que c'était que de faire
des maths sérieuses, nous travaillons beaucoup moins bien. On nous demande beaucoup moins. Et c'est le pons asinorum, l'étude des lettres. Nos ressources sont infinies. J'insiste. À la fin de la première année, en école de médecine à Harvard, on décide qui pourra continuer en seconde année. Et c'est un examen de pharmacologie où il y va de 1100 formules assez complexes. Et c'est pas frivole parce que si on donne le faux médicament, on crève. C'est sérieux cette histoire. Donc, alors, on a étudié le phénomène. Les premières semaines, les élèves disent « je quitte la médecine, je mets une balle dans la tête, je prends 30 bouteilles de Valium et je m'endors pour toujours ». Il y a des semaines de névrose classique. Puis il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui s'appelle le muscle de la mémoire, qui est d'une puissance énorme. Énorme. Et tout d'un coup, les formules commencent à rentrer. Vous savez qu'une page d'une partition de Mahler, pour un chef d'orchestre qui dirige ça par cœur, c'est plusieurs mille fractions de sonorités simultanées sur une page. Et il l'intériorise. Il sait l'intérioriser. Il y a une sous-estimation terrible en ce moment de nos ressources, de notre potentiel, particulièrement tout ce qui touche la mémoire, qui, selon le dicton grec ancien, la mémoire mère de toutes les muses. C'est exact, la mémoire mère de toutes les muses. Il faudrait avoir la discipline, c'est très très difficile. En rentrant d'un premier emploi professionnel, de s'asseoir et de travailler pour soi, de poursuivre une passion, de prendre une des classes, des maintes classes qu'on enseigne le soir, les universités du troisième âge qui sont passionnantes. J'y ai enseigné. Il faudrait avoir une grande discipline pour dire l'école va durer toute ma vie. J'en suis au début. J'ai encore tout à apprendre. Tous les matins, mais tous les matins, même quand ça va assez mal, je prends du rayon de ma bibliothèque au hasard un paragraphe, au hasard, et je le traduis dans 4 langues, avec le crayon, comme discipline essentielle pour que ce muscle ne s'endorme pas. Et c'est physiologique, croyez-moi. Parlez aux athlètes. Les athlètes ont énormément à nous apprendre. Comment un athlète maintient son corps. La discipline, elle est pénible. Elle est pénible, ça fait mal. Ça fait mal l'exercice quotidien. Ça épuise. On dit, oh, aujourd'hui j'en ai marre. Pas aujourd'hui. Si, ça doit être tous les jours. Il y a des disciplines quotidiennes, il y a des astreintes, un mot que Valérie aimait tellement, s'astreindre à quelque chose. À nouveau, il dit à Gide, je m'astreins à l'exercice de la poésie, dans la grande dédicace de la Jeune Parc. Nous sommes devenus très passifs devant l'écran, très paresseux, mais ça ne dure pas. Dans la guerre, c'est le triste paradoxe, on peut faire des prodiges d'énergie, de courage, de discipline, de survie. Je termine, je sais qu'il se fait tard, je termine l'affreux philosophe que je cite sans le citer tout le temps. Heidegger nous disait, si vous êtes trop bête pour penser, raconter une histoire, c'est terrible. C'est une parole qui me condamne avec raison à la médiocrité toute ma vie. Alors je raconte des histoires. Et celle-là est importante. Au temps de Brejnev, c'était moche. C'était pas Staline, mais c'était moche. Et pour une raison totalement factice, on fiche
en prison dans le secret une jeune femme enseignante de littérature anglaise dans une université du Caucase, et dans une cellule sans lumière, sans crayon, sans papier, attention, 3 ans. Elle traduit intérieurement les 32 000 vers du Don Juan de Byron, poème qu'elle aimait entre tous. On la relâche, elle est devenue aveugle et elle dicte la traduction, qui est la grande traduction russe maintenant de Byron. Un être humain comme vous et moi, un être humain, mais un être humain, c'est l'infini, c'est la cristallisation de l'infini. Vous êtes si jeune, je vous adjure, ne l'oubliez pas et ne croyez pas à ceux qui veulent vous dire que vous ne l'êtes pas. Vous l'êtes. Alors, il nous reste encore 5 minutes. Je crois qu'il y avait encore 1 ou 2 questions. Non, ça n'est pas... Écoutez, nous allons peut-être conclure là, à ce moment-là. Ce que je voudrais faire, c'est faire que ce soit la mémoire qui est le dernier mot. Pardon ? Alors, posez... Je crois que la salle George Steiner a vraiment envie de vous poser encore 1 ou 2 questions. Allons-y, madame. Oui, d'abord, merci, Monsieur Steiner. Parlez tout près du micro. Merci, Monsieur Steiner. Sylvie Sejebad. Nous avons initié avec d'autres femmes, des amis, un mouvement qui s'appelle le Mouvement vers les réformes et la paix, mouvement VRP. Mais ce n'est pas ça ma question. Ma question, j'aurais pu la poser ce matin à Monsieur Sarkozy si on avait eu le temps, parce que je pense que, comme vous parlez de cette transmission et de ce modèle que doivent donner les anciens ou nouveaux, je crois qu'en grande partie, le problème que nous avons dans nos banlieues, et qui existe peut-être ailleurs, mais pas de la même façon, vient du fait que la plupart des enfants dans leur famille n'ont rien reçu, ou très peu de choses, peut-être beaucoup d'affection, mais peu de choses sur leurs origines ethniques et sur ce qui concerne un modèle. Je pense en particulier à toutes ces familles monoparentales de femmes extraordinaires qui élèvent des enfants seuls. Mais qu'est-ce que ces enfants ont comme modèle ? Je veux dire, au point de vue de la citoyenneté. Et pourquoi est-ce que ces enfants, plus tard, plus grands, deviendraient des citoyens français, puisqu'on ne leur a rien ou très peu donné de choses, et que l'école ne peut pas tout faire. Donc je pense que tout vient de la famille au début. Et la question que je voulais poser à M. Sarkozy, c'était de lui demander si un jour il était président, qu'est-ce qu'il ferait pour ces familles. Donc, est-ce que votre avis... Est-ce que vous pensez également qu'en grande partie, la responsabilité des troubles que nous avons et des difficultés de ces jeunes vient de ce qu'ils n'ont rien reçu quand ils étaient jeunes, ou très peu, ou trop peu? Oui, Merci. alors ça se rattache un peu à une question de tout à l'heure. Vous avez répondu en partie tout à l'heure. Oui, merci madame. Tout à l'heure, vous disiez, George Steiner, qu'à l'école, il était déjà trop tard. Mais on sait aussi que cette école de Jules Ferry, elle est venue pallier les manquements des milieux d'origine. C'est-à-dire que très souvent, quand des enfants n'avaient pas eu la chance d'avoir des parents qui avaient eux-mêmes accédé à une certaine forme de culture et d'éducation, alors l'école pouvait servir de très belle roue de secours. Parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas, pour telle ou telle raison, soit parce que, comme le disait madame, ils sont dans des milieux défavorisés, soit parce qu'ils n'ont pas toute la parentèle qu'ils pourraient avoir, soit qu'ils n'ont pas la culture de leurs origines. Il y a des enfants qui arrivent totalement désarmés à l'école. Alors que faire dans ce cas-là pour essayer de pallier les manquements du milieu d'origine? Mais j'en ai parlé, j'ai parlé de ce qu'on fait à New York.
J'ai parlé des moyens. Mais ce ne sont pas ça les grandes leçons. De ne pas taper sur l'autre. D'avoir une courtoisie élémentaire. De savoir vivre des difficultés matérielles. Ça s'enseigne à la maison, avant l'école. Les grandes valeurs. Ça n'a rien à faire avec l'école. Et il y a des millions de familles illettrées, en bordure de famine. Et ça, on le voit en Afrique du Sud. Je l'ai vu de la première main dans les bidonvilles qui donnaient à leurs enfants une discipline. Une dignité. Les toutes petites choses. On ne s'assoit pas à une table sans avoir lavé les mains, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et quand vous avez appris ça, vous êtes déjà à moitié chemin vers la dignité humaine. Alors, s'il vous plaît, nous allons, si vous le voulez bien, faire que le dernier mot dans ce débat soit donné à la mémoire, ce qui est bien logique quand on évoque la transmission et surtout, comme le disait il y a quelques minutes George Steiner, la traduction. J'ai découvert récemment un texte flamboyant, qui est un texte tout à fait étonnant. C'est un discours prononcé par Jean Jaurès, le 25 octobre 1895, à la tribune de la Chambre des députés. Vous savez que Jean Jaurès a été assassiné le 31 juillet 14. Jean Jaurès voulait transmettre quelque chose, un message de paix. Mais il y avait des gens qui n'avaient pas envie que ce message triomphe au moment où, contre tout un mouvement de l'opinion publique, Jaurès s'entêtait à vouloir transmettre son message. Et ce qui est étonnant, c'est que 15 ans avant d'être assassiné au Café du Croissant, Jean Jaurès a une sorte de vision, une sorte de prescience sur ce que peut-être serait la fin de celui qui voulait être le passeur de la paix. Un jour viendra peut-être où nous serons abattus, précisément par un de ceux que nous voulons affranchir. C'est du même peuple souffrant que sortent, selon le vent qui souffle, les violences des révolutions et les violences des réactions, et la même mer soulevée, brisant les navires qui se combattaient, on a plus d'une fois réconcilié les débris dans sa profondeur. Qu'importe après tout, l'essentiel n'est pas qu'à travers les innombrables accidents de la vie et les agitations de l'histoire, nous soyons épargnés par la faveur des hommes ou par la grâce des choses. L'essentiel est que nous agissions selon notre idéal et que nous donnions notre force d'un jour à ce que nous croyons la justice et que nous fassions œuvre d'homme en attendant d'être couchés à jamais dans le silence et dans la nuit. Je vous remercie et surtout merci George Steiner.